dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour et bienvenue dans Ressources pour élèves extraordinaires, le podcast qui explore avec cœur et pragmatisme le quotidien des enseignants en IME. Alors aujourd'hui, on plonge dans une problématique centrale. Comment adapter les supports pédagogiques à l'âge de nos élèves ? Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur l'adaptation des supports à l'âge de nos élèves. Quand j'ai débuté dans le SPE, c'est un des premiers objectifs que je me suis fixé. Il était inenvisageable pour moi de proposer à des adolescents des exercices réfléchis pour des enfants qui avaient entre 5 et 6 ans. Malheureusement, malgré un réel besoin, les supports sont rares. Et c'est pourquoi il est nécessaire de créer et adapter et réfléchir à des supports qui respectent l'âge de nos jeunes. Alors comment proposer des situations d'apprentissage accessibles sans jamais infantiliser nos jeunes ? Comment leur permettre de progresser avec des outils concrets, motivants et surtout pleins de sens ? Je vous propose cette petite parenthèse pour y réfléchir. Êtes-vous bien installés ? Votre thé est à bonne température, votre café est prêt ? Allez, c'est parti. Un jeune de 15 ans qui lit laborieusement des syllabes ou qui apprend à poser une addition simple sont des situations auxquelles nous pouvons être confrontés en tant qu'enseignants spécialisés. Mais ce jeune-là, c'est aussi un ado. Il a une histoire, une identité, une culture, une fierté, une pudeur. Et parfois, souvent même, il a intégré un sentiment d'échec scolaire très fort. Alors chaque support qu'on lui propose peut soit le valoriser, soit le renvoyer à ses difficultés. Il est ainsi fondamental de viser l'équilibre subtil entre accessibilité et respect de l'âge. On peut avoir le meilleur contenu du monde, si la présentation fait enfantine, on perd nos ados. La forme d'un support pédagogique envoie un message implicite. Elle témoigne de notre regard sur le niveau et l'âge de l'élève. Alors oui, je sais que certains de nos ados ont encore une passion débordante pour Oui-Oui, Choupi ou encore Franklin. Et franchement, qui peut leur en vouloir ? C'est tout à fait compréhensible. Ce sont des figures rassurantes, familières, ancrées dans leurs repères affectifs. Mais justement, leur proposer des supports plus en phase avec leur âge, c'est aussi une manière de les accompagner doucement vers de nouveaux imaginaires. C'est leur ouvrir la porte vers d'autres références plus proches de leur réalité d'ado, tout en respectant leur rythme. C'est une façon de leur dire « tu as le droit d'évoluer, de grandir et de découvrir d'autres choses à ton rythme et avec mon soutien ». Maintenant que nous avons défini le pourquoi, il est temps de vous donner quelques pistes pour savoir comment adapter les supports pédagogiques à l'âge de vos élèves. Tout d'abord, il faut que ce support soit simple. Mais attention, pas simpliste. Accessible mais digne. Et ça passe par des choix très concrets. Alors posez votre tasse de thé, prenez de quoi noter. Je pense qu'il va y avoir des petites choses intéressantes. Basez-vous sur des visuels modernes ou neutres. Des couleurs sobres et bien utilisées pour structurer la fiche. Une mise en page claire qui respire. Des contenus ancrés dans la réalité d'un ado. Vous pouvez vous appuyer sur des situations qui mobilisent le transport, les jeux, la cuisine, les réseaux, les séries. Et justement, utilisez des visuels inspirés de leur quotidien. Une carte de transport, une publication issue des réseaux sociaux, une affiche de concert ou de cinéma, le menu d'un fast-food. Choisissez des polices de caractère lisibles, du type Arial, Verdana ou Open Dyslexique. Intégrez aussi des supports numériques ou interactifs. Vous connaissez sûrement ces supports comme Genially, Quizzes, des cartes plastifiées à utiliser en mode flashcard, des QR codes qui renvoient vers une vidéo. Et si on veut parler d'animaux ou de météo, c'est très bien. Mais alors pensons documentaire et pas comptine. En gros, on vise des supports qui respectent leur niveau scolaire sans jamais trahir leur âge. Parce que la dignité, ça s'écrit aussi dans la police d'écriture et dans le choix des illustrations. Petit tips que j'ai utilisé il y a encore quelques semaines. Je devais me lancer sur le travail sur les couleurs avec des jeunes, âgés de 11 et 12 ans. Et évidemment, pour ces jeunes, je ne voulais pas utiliser une comptine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai utilisé une intelligence artificielle pour créer une chanson à ce sujet, dont voici un extrait. Hey, hey. Rouge comme une pomme bien mûre, jaune comme le soleil qui brille, bleu comme l'océan d'azur.
vert comme les feuilles qui frisent. Des couleurs partout autour. Regarde bien, c'est bien trop cool. Des couleurs. Alors, ceci est un exemple. Il y a bien sûr d'autres genres musicaux, mais mes élèves ont validé celle-ci et je vous dis pas l'ambiance dans la classe. Si cette chanson vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par message privé ou en commentaire en dessous de cette vidéo, et je vous la partagerai sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant que je vous ai donné quelques petites idées pour adapter au mieux les supports à l'âge de vos élèves, je vous propose de mettre l'accent sur un point indispensable, c'est le fait de donner du sens. Donner du sens, c'est donner envie. On apprend mieux ce qui a du sens pour nous. C'est vrai à 6 ans comme à 16. Un ado a besoin de comprendre à quoi ça sert. Pourquoi lire, pourquoi calculer, pourquoi écrire. L'astuce, c'est d'ancrer vos situations d'apprentissage dans leur réalité quotidienne. Plus le lien avec le quotidien est clair, plus l'apprentissage est efficace. Je vais vous donner des exemples. Admettons que vous travaillez sur la compétence la lecture de l'heure et que vous proposez plusieurs horloges en demandant à l'élève de noter en dessous l'heure qu'il lit. Eh bien, ça peut ne pas être très attrayant pour un jeune. Par contre, si vous lui demandez de lire un ticket de cinéma avec l'heure de la séance ou lire un tableau avec les horaires de bus, ça aura du sens. Pareil, si la compétence que vous voulez travailler, c'est l'addition, le calcul. Si vous notez sur une feuille une liste de plusieurs calculs, 4 plus 2, 3 plus 8, 9 plus 5, l'intérêt pour l'enfant sera moindre que si vous leur proposez, par exemple, tu veux t'acheter un sandwich à 4 € et une boisson à 2 €. As-tu assez avec ton billet de 10 ? Et les faire manipuler avec de la monnaie factice. Le résultat est garanti. Ils ont besoin de sens. Pareil, si vous voulez faire de la production d'écrit avec vos jeunes, eh bien le mieux c'est de partir de leur vécu et de leur proposer par exemple de rédiger un message à un ami pour proposer une sortie. Toujours partir de leur expérience. Je pense aussi qu'il est très important d'utiliser des supports issus de notre patrimoine culturel et littéraire. Car c'est important de donner à nos élèves accès à une culture commune aux jeunes de leur âge. Vous savez, j'ai à cœur de proposer à mes élèves des situations d'apprentissage à partir d'œuvres de la littérature, que ce soit de la littérature en général ou de la littérature jeunesse. J'aime beaucoup travailler sur les œuvres de Roald Dahl, par exemple Mathilda, ou bien l'an dernier, on avait fait, parce que c'est les enfants qui ont fait tout le boulot, on avait fait un super travail à partir de la pièce de théâtre de Roméo et Juliette. Vous savez, travailler avec des ados sur un sujet d'ados, mais en le simplifiant et en créant des phrases simples, c'est presque magique. Et les voir s'approprier cette histoire et vous parler des Capulet et des Montaigu de manière simple et spontanée, c'est un vrai régal. Et donc, je pense vraiment que les sensibiliser à la littérature est un levier puissant pour enrichir leur apprentissage. Ces œuvres, comme je vous l'ai dit, que ce soit Mathilda ou Roméo et Juliette, sont des trésors qui éveillent l'imaginaire, nourrissent le vocabulaire et stimulent leur compréhension du monde. Pourtant, il ne faut pas hésiter à réécrire, à adapter ces textes pour les rendre accessibles à nos élèves, notamment quand le langage et les références sont bien trop complexes. Et oui, j'espère que Shakespeare me pardonnera, mais j'ai simplifié au maximum pour le rendre accessible aux élèves. Alors certes, cette démarche d'adaptation mobilise de nombreuses compétences. La lecture fine, la reformulation, la simplification du vocabulaire et parfois la création de supports alternatifs comme des pictogrammes ou des résumés audio, et tout cela demande énormément de temps et énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, chers collègues, avec l'arrivée fulgurante des intelligences artificielles, ce travail d'adaptation gagne en efficacité. On peut générer rapidement des versions simplifiées, proposer différents niveaux de lecture ou créer des exercices interactifs. Ce gain de temps est précieux. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps. Donc, outre la chanson créée avec une intelligence artificielle, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec mes élèves et il faut savoir que j'ai un atelier d'analyse vidéo. Tous les vendredis, on regarde un film avec mes élèves. Et un de mes élèves me parle du film Mathilda. Et les autres élèves ont été intéressés par le sujet de cette histoire. Et je leur ai dit, vous savez quoi ? Mathilda, avant d'être un film, c'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Roald Dahl. Si cela vous intéresse, on peut travailler sur l'histoire en classe
Et à la fin, on regardera le film et puis on verra s'il y a des différences entre l'histoire écrite et le film. Sauf que Mathilda de Roald Dahl à état brut est clairement inaccessible pour mes élèves. Eh bien, je suis partie chez mon ami ChatGPT pour ne pas le nommer et j'ai fait une petite recherche et je lui ai demandé de raconter l'histoire de Mathilda écrite par Roald Dahl en 6 petits textes de 10 lignes d'un niveau de lecture d'un élève de début de CE1. Eh bien écoutez, comme le dit la pub, et boum, ça a fait des chocs à pic. Ça a pris quelques secondes et moi, ça m'a permis de m'amuser sur la mise en page. Donc j'ai fait mes petites fiches, mes élèves se régalent à chaque fois et ça donne du sens. Et le jour où on va regarder le film, eh ben, ils auront déjà cette culture, ils connaîtront l'auteur, ils connaîtront l'histoire. Et c'est en ça que j'ai la conviction que détourner des supports existants pour les rendre accessibles à nos jeunes, eh bien, c'est leur permettre d'accéder à une culture, à un patrimoine. Ils font partie de cette société, donnons-leur les billes de la comprendre et d'avoir la ref, et d'avoir la fameuse ref. En réinjectant ces œuvres dans notre enseignement, on donne du sens aux apprentissages. On développe des compétences clés pour la compréhension écrite, l'expression orale et écrite, mais aussi l'esprit critique et la créativité. Bref, intégrer le patrimoine de manière adaptée, soutenu par des outils modernes, c'est construire un pont entre les savoirs d'hier et les besoins d'aujourd'hui. Et c'est offrir à chaque élève la chance de s'approprier un héritage culturel à son rythme et de manière adaptée. Maintenant, j'aimerais aborder aussi avec vous quelque chose qui s'est construit avec l'expérience, à savoir la pédagogie de projet. Je suis convaincue que les projets concrets permettent d'apprendre en faisant. Pour moi, le projet, c'est la forme idéale pour travailler dans le SP. Il donne du sens, il fédère, il permet de mobiliser plein de compétences sans avoir l'impression de faire école, car comme je l'ai dit plus haut, le sentiment d'échec scolaire est très fort chez beaucoup de nos élèves. Et nous devons donc user de stratagèmes pour qu'ils n'aient pas le sentiment de faire classe. Alors voici quelques exemples de projets pédagogiques. Par exemple, créer une mini vidéo ou un tuto. On pourrait imaginer comment faire un gâteau au yaourt. Quelles sont les compétences mobilisées? Lecture de la recette, compréhension, vocabulaire, calcul des quantités, organisation séquentielle, ce qui mobilise un repérage dans le temps, expression orale via la présentation filmée. On peut aussi imaginer un projet faire les courses, que ce soit réel ou fictif. D'ailleurs, quand on travaille en IME, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler la théorie en classe et la pratique peut se faire avec l'éducatrice. Et ce travail en partenariat est d'une richesse folle, car pour le jeune, ça prend tout son sens. Donc, pour revenir sur faire les courses, on peut imaginer créer une liste de courses, repérer les prix, faire un budget, et puis après, se déplacer au supermarché. Et tout cela mobilise des compétences telles que la lecture d'un catalogue, d'un ticket de caisse, le calcul, l'addition, la monnaie. Ça mobilise aussi le fait de rédiger une liste, donc c'est une écriture fonctionnelle, et ça développe l'autonomie et la socialisation. Allez, je vous propose un dernier petit projet, créer un plan de l'IME. Alors ça c'est génial parce que du coup ils vont le vivre avec le corps, en se déplaçant et en se projetant dans la création de ce plan. Et cela mobilise le repérage spatial, le vocabulaire, comme on nomme les bâtiments, les lieux, les salles, et la lecture de plans et la création de légendes. Vraiment, je vous encourage à développer la pédagogie de projet. Déjà, c'est fédérateur pour les jeunes et ça l'est aussi pour l'équipe. Car en règle générale, quand on fait un projet, on le fait rarement seul. On va toujours s'appuyer soit de ses collègues de l'unité d'enseignement, soit des éducatrices, au mieux des deux. Donc vraiment, n'hésitez pas à proposer des projets car ça porte tout le monde, enfants comme adultes. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour moi, adapter, c'est respecter l'élève. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai conscience du temps que ça demande. Et avant le développement des intelligences artificielles, je réécrivais moi-même les textes et je sais combien c'est dur. Maintenant, vraiment, appuyez-vous sur tous ces outils qui nous facilitent tellement la vie. Après, vous imaginez bien, je ne prends pas pour argent comptant ce que me propose ChatGPT. Il y a toujours un petit travail de réécriture. Mais qu'est-ce que j'économise comme temps par rapport
au temps que je devais mettre auparavant. Tout ça pour vous dire, les amis, qu'adapter les supports à l'âge de nos élèves, c'est pas un bonus sympa à faire quand on a le temps, c'est une responsabilité. Il en va de notre responsabilité. C'est reconnaître nos jeunes comme des personnes à part entière avec une histoire, une identité, des rêves et parfois un sacré passif scolaire. C'est leur dire à travers chaque fiche, chaque image, chaque activité, tu comptes. Je te vois et je crois en ta capacité à apprendre, à grandir et à t'épanouir. Parce qu'un exercice bien pensé, bien présenté, ce n'est pas juste du contenu scolaire, c'est un levier pour redonner confiance, pour réconcilier nos jeunes avec les apprentissages, et parfois même avec eux-mêmes. Un support bien pensé, c'est parfois le début d'un déclic, d'un regard qui change, d'un jeune qui pour une fois se sent capable. Et ça, ça ne se trouve pas dans un manuel. Et entre nous, quand un ado nous dit « cette activité, elle est trop stylée », c'est peut-être la plus belle validation pédagogique qu'il soit. Alors continuons à créer, à tester, à nous tromper, à ajuster et à oser se détacher des fiches pédagogiques toutes faites pour fabriquer des supports qui ont du sens. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai passé un super moment avec vous, j'espère que c'est réciproque. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, chaque élève mérite un support à sa mesure et chaque petit pas est une victoire énorme. Merci d'être les belles personnes que vous êtes. Continuez de croire en vous et en ce superbe métier. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. À bientôt dans un nouvel épisode du podcast Ressources pour élèves extraordinaires. C'était Lomna et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.